amis de Terre et Famille, nous venons vous remercier chaleureusement d'être ici, pour certains d'avoir participé au chapelet. Donc le père Reboul a dû aller à Martigny ce soir. Nous voulions le remercier officiellement pour ses belles méditations. Le chapelet est à la fois notre soutien et le guide de Terre et Famille. Et nous sommes aussi très touchés de la présence des sœurs de la communauté Saint-Jean de Semur qui sont venues voilà, et aussi, comment de la communauté Saint-Jean de Riomont. De Rimont, pas voilà, merci beaucoup au Père Drobo et au Père Blin pour leur présence aujourd'hui. Le soutien de Charles Vernet, le maire de Priant, ainsi que celui de la municipalité et de vous tous qui êtes ici, venus de loin pour certains, nous encourage et nous voulions vraiment vous remercier chaleureusement. Donc le dîner de ce soir a été préparé comme d'habitude, j'allais dire, par Philippe et Angélique, donc de l'auberge de Briand, qui, je le rappelle, a une fourchette au Michelin. Et je voulais leur dire, mais non, ils ne sont pas là, mais qu'on avait eu des retours très enthousiastes de leur dîner dégustation du 24 avril. Chère Béatrice, merci beaucoup de votre venue à Briand, pour le chapelet que vous parrainez et de votre conférence qui suscite beaucoup d'intérêt. Merci, chers associés. Donc, la devise de Terre et Famille, s'enraciner pour s'élever. Il nous paraît difficile de s'enraciner, de s'élever, si on n'est pas bien solidement ancré sur notre sol. Et c'est bien la vocation, l'ambition, même modeste de Terre et Famille, c'est de retrouver notre sol, de retrouver notre territoire pour nous élever au-dessus du quotidien et au-dessus aussi peut-être d'une espèce de maladie de la mauvaise nouvelle, de pessimisme chronique. Donc Terre et Famille veut s'adresser notamment à ces détracteurs qui s'inquiètent de nos objectifs. Eh bien, si j'avais une chose à leur dire, c'est qu'ils n'ont aucune raison de s'inquiéter, mais que par contre, c'est vrai, nous sommes fous. C'est vrai, je le reconnais, nous sommes fous, mais nous sommes fous d'amour pour notre pays. Voilà. Donc Terre et Famille présente aujourd'hui une conférence de Béatrice Bourges sur l'enfant, le grand oublié de la loi Taubira, qui vient s'inscrire dans la foulée de nos conférences jusque-là, puisque nous étions partis avec le professeur Magnard de la Terre, notre mère, pour aller avec Anne Brassier sur les traces de Sainte-Anne, cet hymne à la lutte pour la fertilité, pour la vie, donc pour donner vie à des enfants. Donc nous sommes vraiment dans une progression, dans une logique choisie par Terre et Famille. Alors Terre et Famille va bien, Terre et Famille essaime toujours. Nous allons mettre au point avec le professeur Magnard Terre et Famille en Vivarais, courant juin. Nous avons Isabelle Brancourt qui va nous aider à mettre Terre et Famille en place en Normandie. Donc tout cela se concrétise tous les jours un peu plus. Nous avons la conférence, attention, roulement de tambour, du 4 juillet, donnée par Marion Sigaud, à ne surtout pas oublier. Marion Sigaud, ici présente, que je vous demande d'applaudir pour son courage. Marion Sigaud nous fera une conférence, Dieu seul sait si elle n'est pas facile, sur les mensonges et méfaits faussement attribués à l'Église. Donc merci Marion.
Ensuite, naturellement, nous avons toujours nos cours de peinture, nos cours de cuisine, nos projections de films. Pour le 7 août, un film de Martine Chifflot, à ne pas rater, un film tourné intégralement dans notre Brionnais. Nous avons un concert qui sera très émouvant. Béatrice Bernici également. Je vous demande d'applaudir. Merci Béatrice. Et nous avons des cours de cuisine qui sont donnés toujours par Angélique et Philippe Pereira, que nous remercions encore. Et nous avons, nouveauté au programme, des cours de poterie. Et là, nous avons nos potiers. Et Dieu sait si nous sommes fiers de ces nouvelles recrues, parce que Terre et Famille, qui donnent des cours de poterie, ça ne pouvait pas se rater. Merci. Et voilà, donc maintenant je dois faire l'éloge de Béatrice, et ça c'est très facile aussi. Alors, Béatrice, vous êtes née le 18 octobre 1963 en Algérie. 60, mais ça fait rien. 60 Ça y est, j'ai pris 3 ans. J'avais perdu 3 ans et je viens de les reprendre. 1960. Bon, oui, faites ça. Pourtant, je les ai. Mais vos racines sont auvergnates. Oui. On en parlait tout à l'heure. Vous faites des études, dans un premier temps, donc de droit à Paris, à l'université Panthéon-Assas, jusqu'en licence, puis en 3e cycle à l'HEC de Paris. Vous fondez en 2007... ah non, d'ailleurs, je me suis trompée, parce que ça, c'est... Bref. Vous êtes attaché parlementaire au RPR de 1988 à 1997. Et vous vous présentez aux élections législatives dans les Yvelines et à Paris. Vous fondez en 2007 le Collectif pour l'enfant et cofondez en 2012 la Manif pour tous. Vous prenez la tête du printemps français, 3 mouvements engagés dans l'opposition au mariage homosexuel. Et cette contestation contre l'ensemble de la politique gouvernementale est au cœur de la manifestation Jour de colère, à laquelle participe le printemps français le 26 janvier 2014. Au soir du 26 janvier, certains d'entre nous y étaient, vous entamez un jeûne spirituel pour demander la destitution de François Hollande en vertu de l'article 68 de la Constitution. Cet article n'étant pas encore applicable à ce moment-là, vous obtenez du député Jacques Bompard qu'il dépose une proposition de loi visant à le rendre applicable et mettre ainsi un terme à votre jeûne. Cette proposition de loi est par la suite co-signée par les députés Gilbert Collard et Marion Maréchal Le Pen. Mais je dirais que ce qui nous est le plus cher, parce que c'est quand même le fait que vous soyez la marraine du chapelet des familles, que nous disons en réparation des souffrances causées par la loi Taubira, et que vous êtes un membre très précieux de Terre et Famille. En un mot, ma chère Béatrice, et vous avez participé avec nous tout à l'heure au chapelet. Alors vous avez une bibliographie très intéressante, et certains de ces livres sont à vendre à l'entrée, donc surtout n'hésitez pas. Et donc votre courage, votre témérité, et surtout en ces temps de compromission, votre honnêteté ne sont plus approuvées et sont les marques de votre combat. Nous venons de réciter le chapelet en l'église de Briand, et sur cet élan, nous vous confions à la très sainte Vierge Marie. Merci. Merci beaucoup à vous deux, et puis merci à tous d'être là. Je suis toujours extrêmement gênée, je vous le dis tout de suite, quand on fait comme ça une espèce d'éloge. Bon. Mais voilà, merci en tout cas pour toutes ces gentilles paroles. De ça, j'ai envie de dire, on ne lâche rien, parce que je pense qu'en fait, on partage tous ça, et chacun a sa place. La mienne est peut-être un peu plus visible, ça ne veut pas dire qu'elle soit plus importante ni meilleure que celle d'une autre. Donc c'est vraiment ça, je vous le dis, parce que je le pense très profondément. Il se trouve que, voilà, c'est vrai, vous êtes nombreux ce soir, et je suis très, 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 très heureuse. Figurez-vous que, en fait, on me remercie souvent de venir, mais c'est pas... Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. C'est mieux comme ça ? Voilà.
on me remercie souvent de venir, mais en fait, moi, j'ai envie de retourner les remerciements et de dire que, en fait, c'est grâce à vous que je me ressource. Et que pour moi, si j'avais pas tout, c'est vrai que je suis pas mal prise et que pas mal invitée, et voilà, donc je suis un peu souvent en vadrouille. Non, c'est pas le mien. Arrêtez les téléphones. Il faut arrêter les téléphones, en fait, ça rentre en résonance avec la sono. Voilà. Oui, et ce que je disais, c'était que finalement, si je pense, je n'aurais peut-être pas, je pourrais peut-être pas continuer avec autant d'énergie si vous, enfin toutes les personnes qui me recevaient n'étaient pas là, que les gens n'étaient. C'est vrai que vous êtes souvent nombreux à ces conférences et que pour moi, être comme ça au contact des personnes qui sont dans la vraie vie, j'allais dire, quand je parle de la vraie vie, c'est parce que je compare par exemple aux journalistes ou voilà, quand je suis invitée sur des plateaux télé où j'ai pas l'impression d'être dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que ces moments en fait me sont très précieux. Donc je vous remercie toutes les deux d'avoir monté en plus Terre et Famille parce que ça correspond tellement fort à ce que je crois. Que tu as dit, Stéphanie, que j'étais un membre, je ne sais pas très bien comment tu as dit, très précieux, j'en suis très heureuse, mais c'est pour moi une grande joie. Voilà. Donc cette petite introduction faite, en fait Stéphanie m'a dit, est-ce que tu pourrais parler de l'enfant, ce grand oublié de la loi Taubira ? Et en fait, là encore, c'est un peu une conférence que je ne faisais plus trop puisque j'étais un peu passée plutôt au printemps de l'espérance, comme je l'appelle. C'est comme ça que je terminerai d'ailleurs ma conférence. Mais finalement, ça m'a fait beaucoup de bien de la repréparer parce que ça m'a remise dans l'état d'esprit de « on ne lâche rien ». C'est pour ça que j'ai commencé un peu comme ça. Mais finalement, j'ai parfois un petit peu l'impression qu'on se dit, bon, la loi Taubira est passée, bon, bah maintenant, contre quoi on se bat et il reste. Et puis on a encore eu cette nouvelle dramatique aujourd'hui où Vincent Lambert a été, condamné à mort par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui, moi, j'avoue, on était en voiture tout à l'heure avec mon mari et ça m'a complètement bouleversée. Je me suis dit, voilà une preuve de plus qu'on est dans un État dans un pays qui devient barbare. Voilà. Et donc, en fait, je me suis replongée un peu dans tout ce qui avait fait, tout ce qui nous avait fait descendre. Enfin, c'est vrai, comme le disait Stéphanie, moi, ça fait maintenant presque 10 ans. Et d'ailleurs, j'ai ce livre-là, alors je ne l'ai pas apporté parce qu'en fait, j'en avais pratiquement plus d'exemplaires, que j'ai écrit il y a déjà plusieurs années, qui s'appelle « L'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça ». Et puis le deuxième qui est de la théorie du genre au mariage de même sexe, qu'en revanche, je le trouverai là-bas. Et finalement, contre quoi on s'est battu. Et ce qui m'a fait du bien quand j'ai préparé cette conférence, c'est que je me suis dit, oui, vraiment, il y a des tas de choses sur lesquelles il va falloir qu'on revienne, mais quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui, encore aujourd'hui, il va falloir qu'on revienne sur cette loi-là en particulier. Finalement, dans tout pendant tout ce combat qu'on a tous mené ensemble, l'enfant a été très peu évoqué. En gros, on ne parlait que d'homosexualité. Alors hétérosexuel, homosexuel, homophobe. Moi, j'avais plutôt l'impression d'ailleurs que c'était presque plus hétérophobe qu'homophobe. Enfin bon. Donc on était vraiment complètement, enfin ils étaient complètement obsédés par, alors on parlait beaucoup de le droit pour les homosexuels de se marier parce qu'ils en avaient envie et qu'ils avaient envie que leur amour soit reconnu. Et puis finalement l'adoption, ça passait presque un petit peu à l'as comme ça. On disait bon, le mariage, oui éventuellement pourquoi pas, mais l'adoption on est contre, etc. Puis finalement on a eu un espèce de paquet cadeau. Qui fait qu'on s'est retrouvés avec cette loi qui a été votée et qui a des conséquences absolument catastrophiques, surtout aujourd'hui. Et donc, c'est de ça dont je voudrais vous parler. C'est-à-dire qu'en fait, je voudrais vous parler... Donc, je vais articuler ma conférence autour de 3 parties. La première partie, ça va être pourquoi aujourd'hui, sur les enfants existants, quelles sont les conséquences extrêmement désastreuses de la loi Taubira sur les enfants existants. La deuxième partie, ce sera quelles sont les conséquences catastrophiques sur les enfants à venir.
Et la troisième partie, ce que j'aimerais, c'est pouvoir situer cette loi de Taubira dans un contexte plus général d'une idéologie qui est en train de nous mener vers le chaos. Mais, dans ma conclusion, je l'axerai sur l'espérance, voilà, pour que vous ne partiez pas un peu catastrophés, mais au contraire, que vous ayez vraiment cette espèce de, j'allais dire, excusez-moi, parce que parfois ça paraît un peu malvenu, mais moi je le sens comme ça, cette espèce de joie dans le cœur, de se dire qu'au-delà de ce qui nous attend et qui sera difficile, je pense qu'il vaut mieux être lucide, donc de savoir qu'il va y avoir quelque chose de difficile, que ce qui nous attend sera désagréable à vivre, mais que probablement, pas si longtemps que ça, après ce qui va être difficile, eh ben nous aurons, on peut dire, un printemps de l'espérance, vraiment. Donc c'est vraiment là-dessus que je voudrais terminer, parce que l'objectif toujours de mes conférences, c'est de me dire que finalement les gens repartent en se disant bah oui, on va continuer et ça vaut vraiment le coup de continuer, et c'est pas parce qu'il n'y a plus des manifestations avec 1 million de personnes dans la rue que le combat s'est arrêté, bien au contraire. Moi qui parcours, on va dire, la France depuis donc presque une dizaine d'années, d'abord avec le collectif pour l'enfant, ce livre, et puis tout ce pourquoi vous vous battez aussi tous depuis 3 ans, j'ai pu constater que certes, on s'enfonce, mais je peux vous dire que pour moi, les fruits sont déjà en train d'émerger. Donc on n'est plus du tout, en tout cas pour moi, je vois, je vous dis ce que je constate, on est bien sûr sur la pente qui descend, mais on n'est pas loin de... En même temps, il y a de jeunes pousses qui naissent. Et il y en a, mais il y en a énormément dans toute la France et dans toutes les régions de France. Voilà, donc pour revenir un peu à cette conférence qui nous occupe là, en quoi c'est mauvais? Alors, finalement, quels étaient les arguments, un peu les arguments qu'on nous a opposés, et comment est-ce qu'on peut y répondre? Comment est-ce qu'on peut, sur l'enfant, dire qu'en réalité, ils ont absolument tout faux et que tout ça est très objectif? La première chose, c'est que ce qu'on entendait beaucoup, c'était bah oui, mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas être élevé par un couple homosexuel que de rester dans un orphelinat? Vous savez, c'était ça, on avait l'essentiel, c'est l'amour, etc., etc. Je pense qu'il est important que vous ayez à nouveau en tête des arguments qui sont des arguments très simples et très objectifs pour pouvoir dire non, cette loi, il faut l'abroger. Donc, est-ce qu'il vaut mieux être élevé par un couple? Enfin, moi, je me souviens, parce que c'était l'objet de mon livre, d'ailleurs, de ce premier livre, c'était que je me disais, mais il y a vraiment des trucs qui clochent, en fait, dans la façon dont les questions sont posées. Parce que, certes, si on vous dit, est-ce qu'il vaut mieux être élevé par un couple homosexuel ou rester dans un orphelinat? Si vous dites, vaut mieux rester dans un orphelinat, d'abord, c'est pas du tout sûr que vous le pensiez, en tout cas, moi, je le pense pas. Et deuxièmement, si jamais toutefois vous répondiez ça, on vous dirait mais vous êtes sans cœur, et on aurait raison de vous dire que vous êtes sans cœur. Seulement, si on y réfléchit un peu, la question est extrêmement mal posée. C'est pas est-ce qu'il vaut mieux rester dans un orphelinat ou être élevé par un couple de même sexe? Pourquoi est-ce que ne pourrait pas être élevé par un couple, adopté par un couple de sexe différent? Donc vous voyez un peu comment d'ailleurs ça montre toute la sémantique, et je vais vous reparler, vous allez voir, de la sémantique tout à l'heure, et vous dire comme c'est important, et comment est-ce qu'on fait des espèces de lavage de cerveau de façon assez douce, j'allais dire, avec justement cette sémantique qui peu à peu nous imprègne tous autant qu'on est. Donc la question à poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux être dans un orphelinat ou adopté? Alors là, évidemment, tout le monde va répondre adopté, forcément. Et maintenant, on peut poser l'autre question qui est est-ce qu'il vaut mieux être adopté par un couple de même sexe ou par un couple de sexe différent? Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, cette espèce de phrase complètement réductrice qui est est-ce qu'il vaut mieux être élevé par un couple de personnes de même sexe ou rester dans un orphelinat, eh ben, elle est absolument nulle et non avenue. D'autant plus que, en réalité, vous avez, et ça vous avez dû l'entendre probablement, mais après tout ça fait du bien de se le remettre en mémoire, et ça m'a fait du bien aussi à moi, à peu près 25 000 personnes de couples de sexe différents
qui sont en attente d'avoir des enfants, c'est-à-dire qui ont un agrément pour à peu près 2500 enfants à adopter. Donc vous voyez bien que même les personnes de sexe différent ne pourront pas, malheureusement, avoir d'enfants. Mais, depuis qu'il y a la loi Taubira, je vous disais 2005, il n'y en a même plus 2005. Pourquoi ? Parce que certains pays, en particulier la Russie, en particulier la Chine, en particulier le Vietnam, en particulier quelques pays d'Amérique du Sud, ont dit, le jour où la France, donc maintenant ça y est, c'est fait, on l'avait dit à l'époque, le jour où si la France adopte une loi de cette nature, eh bien, nous ne donnerons plus nos enfants à adopter à la France. Et là, on a vu très récemment que ça avait été le cas pour la Russie et pour la Chine. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est même plus à 2500 enfants à adopter. Et donc, les premiers, j'allais dire, sanctionnés, si on peut dire, ce sont les couples de sexes différents, mais qui ne se sont peut-être pas rendus compte de la catastrophe que ça allait être pour eux, mais qui, du coup, ne pourront même plus obtenir d'enfants, puisqu'ils sont évidemment de plus en plus nombreux, par rapport en tout cas au nombre d'enfants à adopter. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'un enfant qui est adopté, c'est un enfant qui a déjà subi un deuil, puisqu'il est orphelin ou qu'il a été abandonné. Il est d'ailleurs généralement plus souvent abandonné qu'orphelin. Cet enfant-là, il a besoin, je le sais parce que j'ai rencontré, quand j'ai fait ce livre-là, j'ai rencontré des enfants adoptés, parce que je voulais être sûre de ne pas me tromper. Donc je voulais vérifier mon intuition en fait. Ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit, nous, on a perdu un père et une mère. Eh bien, on a besoin de se retrouver au plus près de la cellule analogique qui nous a donné la vie. C'est-à-dire qu'ils ont perdu, ils ont été abandonnés ou ils sont orphelins d'un homme et d'une femme. Eh bien, ils ont besoin, de façon symbolique, de pouvoir se dire « je ne suis pas né de cet homme et de cette femme, je ne suis pas né de ce couple, mais j'aurais pu naître ». C'est-à-dire qu'en fait, on ne les fait pas, on les met au plus près, c'est-à-dire qu'en fait, on leur évite un double deuil finalement. Parce que déjà, un premier deuil, et vous imaginez pour un enfant, la difficulté quand même, et le traumatisme, même lorsqu'ils sont tout petits, lorsque ce malheur leur arrive, mais si en plus on les prive d'un élément aussi important, eux qui se disent en plus dans leur tête, nous n'avons pas été désirés, je n'ai pas été désiré, j'ai été abandonné, c'est que je n'ai pas été désiré. Est-ce que c'était par mon père, est-ce que c'était par ma mère? Ils se posent déjà tout plein de questions dans leur petite tête. Eh bien, ils ont besoin d'être réconciliés avec les deux sexes. Et ça, tous les pédopsychiatres objectifs, on va dire, le savent. Ils ont besoin d'être réconciliés avec les deux sexes. Donc vous voyez que quand on dit « est-ce qu'il vaut mieux être adopté par un couple de même sexe ou rester dans un orphelinat ?» Eh bien vous voyez que cet argument-là, il est nul et non avenu pour la première raison qui est une question de nombre et pour la deuxième raison qui est une question de justice, j'allais dire, à rendre à ces enfants qui ont déjà perdu une cellule composée d'un père et d'une mère. La deuxième chose qu'on va vous dire, c'est l'essentiel, c'est l'amour. Après tout, ce qu'il faut, c'est être aimé. À partir du moment où un enfant est aimé, alors tout va bien pour lui et forcément, il peut se remettre de tout. Peu importe qu'il soit aimé par un homme, une femme, deux hommes ou deux femmes, l'essentiel, c'est qu'il soit aimé. Alors là, en fait, on peut poser la question, qu'est-ce que c'est qu'être père et qu'est-ce que c'est qu'être mère ? Et là, c'est très intéressant comme question parce que est-ce qu'être père ou être mère, c'est juste un rôle d'éducateur? Alors, si c'est juste un rôle d'éducateur, bah oui, après tout. Si l'enfant, ça lui suffit. Mais la seule chose, c'est que si on pose véritablement la question de savoir ce qu'est un père et ce qu'est une mère, pour ceux qui d'entre vous sont père ou sont mère, je vais faire un mauvais jeu de mots. Il y a aussi le maire, mais c'est pas de celui-là dont je parle.
Mais est-ce que, donc pour ceux qui sont parents, est-ce que vous vous dites juste, bon, ben moi, en fait, je suis juste un éducateur? Non. Vous vous rendez bien compte que intrinsèquement, c'est autre chose. Parce qu'il y a deux relations quand on est parent. Il y a deux relations. Il y a cette relation, en effet, horizontale, transversale, qui est la relation à son enfant, qui est la relation d'amour, qui est la relation d'éducation. Mais il y a une autre relation qui est absolument essentielle et qui est cette relation verticale qui ancre l'enfant dans une généalogie à double lignée. Parce que c'est comme ça que ça se passe. L'enfant, il peut se situer dans une généalogie à double lignée. C'est-à-dire que le parent, il est à la fois dans cette relation transversale et aussi dans cette relation qui va ancrer l'enfant dans sa généalogie. Et c'est ainsi qu'il peut trouver sa propre place dans le tableau des généalogies. D'ailleurs, il y a une époque, je ne sais pas si ça se fait maintenant, mais je pense que ça doit moins se faire, je ne sais pas très bien où ça se fait Mais souvenez-vous, quand les enfants étaient en maternelle, on les mettait tout de suite, on leur disait, on leur faisait faire un arbre généalogique. Et on leur disait, qui est ton père, qui est ta mère, qui sont tes grands-parents, etc. Et on faisait d'ailleurs, on faisait dessiner un arbre avec des racines, et puis il y avait le tronc, la famille, et puis toutes les branches de l'arbre. C'est bien que les éducateurs, justement, se rendaient bien compte combien c'était important pour un enfant de se situer dans une généalogie. Et il se trouve que quand on sort de cette parenté, de cette parenté, je vais dire biologique, c'est pas vraiment biologique parce que je voudrais juste faire une petite parenthèse sur les enfants qui sont adoptés par un couple un homme et une femme qui ont donc un père et une mère adoptifs. Ceux-là même, ça revient à ce que je vous disais précédemment, ils peuvent se dire, ils se situent malgré tout dans cette généalogie parce qu'ils savent qu'ils ne sont peut-être pas nés de cet homme et de cette femme, mais qu'ils auraient pu naître. Donc là, on est dans quelque chose qui est symbolique. Mais quelque chose qui est symbolique, c'est pas quelque chose qui est irréel. C'est quelque chose qui aurait pu être. C'est quelque chose qui n'est pas absurde. Un enfant ne peut pas naître, il sait qu'il ne peut pas naître, il ne peut pas être né de deux personnes de même sexe. Il ne peut pas être né de deux corps qui sont identiques. Donc un enfant adopté, il est dans cette parenté symbolique qui pour lui, et c'est ainsi que lui, quand même, malgré tout, peut se situer dans cette généalogie à double lignée. Donc c'est pour ça que quand on dit l'essentiel c'est l'amour, il y a certes un amour, c'est quelque chose d'aimer, et certes c'est capital d'aimer, mais c'est autre chose encore que d'aimer d'un amour structurant. Or, cette relation verticale est tout à fait structurante pour un enfant. L'enfant donc sait qu'il est issu de la relation de son père et de sa mère. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est issu du désir de son père et de sa mère. Mes parents, mon père a aimé ma mère, il l'a désiré, ma mère a aimé mon père, elle l'a désiré, ils se sont unis et je suis née. Et vous voyez bien que tout ça, en fait, est dans la tête d'un enfant, tout ça est complètement connecté au réel. Or, quand vous avez comme ça ce qu'on va appeler après la parenté sociale, hein, ça va me permettre de venir à l'étape suivante, mais vous voyez bien que là, il y a quelque chose qui est déconnecté. Il y a quelque chose qui est déconnecté, c'est-à-dire que ça n'est quelque chose qui n'est pas possible. Or, les enfants, ils ont besoin de pouvoir comprendre ce qui est possible. Or, quand ça n'est pas possible, ils ne peuvent pas le comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'à cet argument-là encore, de dire l'essentiel c'est l'amour, eh bien, on peut répondre que l'amour est indispensable, certes, et que vous avez aussi des enfants qui ont des parents qui ne sont pas du même sexe et qui sont extrêmement déséquilibrés parce que justement, il leur a manqué cette chose essentielle, cette relation essentielle qui est cette relation transversale,
mais la relation verticale de situer l'enfant dans sa généalogie, elle est aussi absolument indispensable. Et c'est pourquoi l'amour, ça n'est pas, certes c'est indispensable, mais l'amour comme ça n'est pas suffisant. Sinon, n'importe qui, à la limite, on pourrait dire, n'importe qui aime un enfant pourrait se retrouver parent. Or, on voit bien qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Ensuite, on va vous dire, les études disent que c'est la même chose. Parce que ça aussi, on l'a beaucoup entendu, les études disent que c'est la même chose. Eh bien non. Les études disent que ça n'est pas la même chose. Les études qui ont été faites, et ça je vous le dis, là encore, c'est dans ce livre-là où j'ai vraiment énormément creusé la question, les études qui ont été faites, qui disent que c'est la même chose, ce sont des études qui ont été faites sur des échantillonnages qui sont extrêmement restreints. C'est-à-dire qu'en fait, les échantillonnages, ils allaient dans l'ensemble de 11 à 38 personnes. Et de là, on en a déduit quelque chose d'extrêmement large. Encore, si ça avait été sur une méthode aléatoire, mais même pas, c'était les parents qui étaient volontaires. Sur des enfants petits, la plupart du temps, c'est-à-dire voire prépubères, et ce n'étaient pas les enfants qui étaient interrogés, mais c'était les parents qui étaient interrogés. Et c'était des études qu'on appelle comportementales, c'est-à-dire que ce n'est pas psychique, mais c'est comportemental. Est-ce qu'il joue au ballon? Est-ce qu'il a des amis? Est-ce que, etc. Donc là, on n'est pas sur la structure interne, on est sur le comportement. Donc, un échantillonnage très petit, une tranche d'âge très peu élevée, des parents interrogés sur le comportement de l'enfant. Je dis pas ça au hasard. Hein. Je vais vous donner 2 noms. Le premier nom pratiquement les seules études qui ont été faites en France. Hein. Quand on vous dit toutes les études disent, en France, il n'y en a pas des masses. Si je peux me permettre cette expression un peu familière, il y en a très peu, puisque en fait, il y en a un qui s'appelle Stéphane Nadeau, qui est un pédopsychiatre qui est à, je sais plus où, à Bordeaux, je crois, qui a fait une thèse, qui lui disait que les enfants allaient très très bien. En fait, non, c'est pas qu'ils vont très bien, c'est qu'ils vont mieux que les enfants qui sont élevés dans des couples de sexes différents. Je vous dis ça, ça peut vous faire sourire. Non, ça vous fait pas sourire, mais c'est parce que c'est une caricature. C'est-à-dire qu'en fait, les dernières études qui sont sorties, on expliquait que les enfants qui étaient élevés par des couples de même sexe se portaient mieux que des enfants qui étaient élevés par des couples de sexes différents. Et il y en a qui l'ont cru. Donc ce Stéphane Nadeau en question, 1999, il fait cette étude. Lui-même dit 2 choses. La première, c'est que son échantillonnage était très petit, donc c'est peut-être difficile de faire quelque chose de généralisé, mais enfin bon, ça n'empêche que ça a été fait. La deuxième chose, c'est que comme il avait eu énormément de problèmes pour trouver des personnes à interroger, il avait fait un appel, on va dire un appel à témoins, et que donc, voilà, tout ça avait quand même été compliqué, que vraiment ses parents, c'était ceux qui le voulaient, et que d'ailleurs il avait été obligé, je vous le dis tel que c'est, il avait été obligé d'aller à la sortie de clubs gays ou de clubs échangistes pour essayer de trouver des parents qui voudraient bien répondre à ces questions. J'y peux rien, c'est comme ça, mais c'est pour vous dire que ce sont des études qui sont quand même d'une fiabilité, qui sont d'une fiabilité relative, mais surtout ce qui est quand même, j'allais dire, amusant, c'est que vous imaginez ça si nous, on avait sorti des études de ce type pour dire l'inverse. Vous imaginez comment nous aurions été reçus. Eh ben, eux, ils ont eu le droit de faire ça. Il y en a une autre qui s'appelle Charlotte Patterson. Je vous la cite parce qu'elle est très connue aux États-Unis, qu'elle avait fait des études là-dessus, et que c'est elle justement qui disait que les enfants élevés par elle-même étaient, elle doit toujours l'être j'imagine, lesbienne, et donc elle était mère d'enfants, et donc elle fait ces études-là. Ces études-là ont été, elles étaient tellement unanimes, ces études, et elles étaient tellement, j'allais dire, invraisemblables,
qu'elle a été citée plusieurs fois dans des tribunaux et que même ses propres avocats lui ont demandé de sourcer ses études. Elle n'a jamais voulu le faire. À tel point, c'est que ses études n'ont plus cours. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que Charlotte Patterson a été, disons, la base de tout ce qui a été dit par après. C'est-à-dire que les gens, en particulier une association qui s'appelle l'association psychiatrique ou de psychologie, je ne sais plus, américaine, qui est une association qui est très connue, s'est servie de ces études de Charlotte Patterson, et ce sont ces études-là, et en particulier de cette association-là, qui ont servi de base à tout ce que l'on nous a dit. En 2007, régulièrement, il y a un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire des parents gays lesbiens, enfin quelque chose comme ça, je ne sais plus très bien le nom de ce dictionnaire, qui citait encore Charlotte Patterson, qui depuis l'année 2000 n'avait même plus le droit de citer aux États-Unis, et bien qui le citait encore dans leur dernier dictionnaire ça s'appelle le dictionnaire de l'homoparentalité, et bien qui la citait encore comme la référence. Donc c'est pour vous dire que dans l'ensemble, ces études sont des études bidons. Je crois vraiment qu'on peut le dire comme ça, aussi simplement que ça. Il y a eu 2 études inverses qui ont été faites. Une, au moment de 2005, en 2005 très précisément, parce que l'Espagne, vous savez, l'Espagne, lorsque Zapatero a été élu, dans la foulée, il a été élu en 2004, en 2005, il passait le mariage et l'adoption directement quelques mois après son élection. Il avait fait, c'était une promesse de campagne, et comme notre ami François Hollande, eh ben, il a tenu ses promesses. François Hollande n'en a pas tenu beaucoup, mais celle-là, il l'a tenue. Et donc, il y avait eu des manifestations monstres, je ne sais pas si vous vous souvenez, et donc il y avait eu des études qui avaient été faites, et ces études s'appelaient « Ce n'est pas pareil ». Si ça vous intéresse, vous allez taper dans Google, vous tapez « Ce n'est pas pareil », études homoparentalité, Espagne, quelque chose comme ça, et vous verrez je ne sais pas, il doit y avoir 30 ou 40 pages qui sont absolument passionnantes sur, d'abord, comment ils démontent les premières études dont je vous ai parlé américaines, et même, je crois qu'ils doivent parler aussi des études de Stéphane Nadeau dont je vous ai parlé, et puis comment est-ce qu'ils expliquent, et eux, ils ont fait, ils ont un échantillonnage très large, enfin, ce sont des études qui sont très sérieuses. Il y en a d'autres. Alors un autre, là vous l'aviez peut-être entendu parce qu'il est récent, c'est un universitaire texan qui s'appelle Marc Regnerus. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors lui, en fait, on en a très peu parlé en France, alors que elles sont sorties en 2012. Donc vous voyez qu'elles sont très récentes. Et Marc Regnerus, lui, il a interrogé 15 000 personnes. Donc il a fait des études extraordinairement approfondies et très objectives, parce qu'en fait, il n'a fait aucune interprétation. Et ces études sont extraordinairement probantes, c'est-à-dire qu'en fait, elles prouvent, mais par A plus B, et ça encore, vous pouvez aller le chercher, si vous tapez Marc Regnerus, vous verrez, montrant que d'ailleurs les enfants qui se portent le plus mal, ce sont les enfants qui sont élevés par 2 femmes de même sexe. C'est ceux qui se portent le plus mal. Mais vous verrez, il y a des très grandes difficultés sur ces enfants, parce que d'abord, il a interrogé ces enfants qui sont devenus adultes, c'est-à-dire que ce n'est pas les parents, mais ce sont les enfants eux-mêmes qu'il a interrogés, et donc ces études sont très intéressantes. Donc vous voyez que quand on dit « toutes les études disent que », eh bien en réalité, il suffit d'ailleurs, moi ça m'est arrivé quand j'étais opposée à des personnes qui me disaient « mais non, toutes les études, etc. » et que je leur dise « mais vous parlez de qui? De Charlotte Patterson, vous parlez de Stéphane Nadeau ?» Et là, je peux vous dire que là, ils n'avaient plus rien à dire. Parce que voilà, c'est ça moi qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des choses qui ne sont pas des élucubrations, qui ne sont pas des interprétations. C'est décrit, c'est comme ça. C'est des statistiques, et ces statistiques, eh ben, elles prouvent exactement le contraire de ce que cette idéologie a bien voulu nous dire. Ensuite, on va nous dire qu'il faut un cadre juridique pour les protéger, ces enfants. Là encore, ça a été d'une mauvaise foi, mais
Enfin, moi, ce que je leur disais, mais en fait, les enfants dont vous parlez, là, pour le cadre juridique, ils sont nés comment? Ils sont nés comment? Ben, généralement, ils sont nés d'un homme et d'une femme. Donc, ils ont un père et une mère. Donc, en réalité, quand on nous disait, mais il faut un cadre juridique pour les protéger, mais on va dire, enfin, quand je vous dis 90%, c'est même beaucoup plus que ça. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Parce que le seul cas, c'est cas de PMA, hein, mais la PMA, elle est encore, pas pour très longtemps je pense, mais elle est encore interdite en France. Donc c'est les enfants, généralement, les enfants qui vivent dans des couples homosexuels, d'abord il y en a extrêmement peu parce qu'il y en a 0,2% des enfants en France, c'est-à-dire qu'en France vous avez 15 000 enfants, vous avez 30 000 enfants qui sont élevés. Vous me direz que 30 000, c'est toujours ça, mais par rapport à 15 millions, ça fait 0,2% des enfants sont élevés dans des couples homosexuels. Ces enfants-là, ils sont nés d'un homme et d'une femme. Donc, ils ont un père et une mère. Pour, je vous dis, plus de 90%. Donc, vous voyez qu'il reste quand même extrêmement peu de cas. Parce que généralement, donc ce sont des couples, enfin des personnes qui sont mariées, qui ont eu des enfants, et puis après ils sont séparés, puis après ils sont découverts homosexuels, et donc après ils vivent avec des personnes de même sexe. Mais enfin, au départ, quand ils ont eu des enfants, ils les ont bien eus avec un père et une mère. Ce qui fait qu'en fait, ces enfants, ils ont un père et une mère, donc ils n'ont pas besoin de cadre juridique pour les protéger, puisqu'ils sont protégés comme tous les enfants de couples divorcés, par exemple, qui vivent avec un beau-père ou une belle-mère. C'est exactement la même chose. Et puis, il se trouve qu'il y a un article en plus, qui est l'article 77 du Code civil, qui donne l'autorité parentale et une possibilité d'autorité parentale. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique, mais qui permettent également à la personne qui vit avec l'enfant d'exercer une forme d'autorité parentale. Donc là encore, quand on nous a parlé, on nous a dit que ce sont des enfants qui n'ont pas de cadre juridique, ce sont des enfants qui sont en dehors de tout. Eh bien, en fait, c'est complètement faux pour les deux raisons que je viens de vous donner. Tout ça pour vous dire que sur les enfants existants, et en particulier la deuxième raison que je vous donnais, hein, qui est que les enfants, enfin c'est surtout cet argument énorme qui était les enfants, l'essentiel c'est de leur donner de l'amour. Eh ben, j'espère que vous vous rendez compte combien cette loi, pour les enfants existants, est également une loi qui est assez catastrophique. Maintenant, je vais vous parler des enfants à venir. Alors, les enfants à venir, c'est donc ceux qui sont pas encore nés. Et on voit bien, et c'est le titre d'ailleurs de ce deuxième livre, de la théorie du genre au mariage de même sexe, l'effet domino. Vous voyez que quand, en 2012, on disait il faut, après l'adoption, c'est la PMA, la GPA, et qu'on disait mais non, vous fantasmez complètement, vous voyez bien qu'on fantasmait pas du tout, puisqu'en réalité, et ça arrive d'ailleurs plus vite que ce que je pensais, on n'est pas du tout, on fantasme pas du tout, puisque c'est exactement la réalité de ce qui est en train d'arriver. Donc la PMA, moi je vais vous donner maintenant des exemples très concrets pour vous montrer l'imbroglio juridique, et ça va couler de source quand vous allez entendre les exemples que je vais vous donner. En fait, d'abord, la PMA et la GPA, et la conséquence d'après, qui est encore pire, encore pire, je ne sais pas s'il peut y avoir pire, mais qui est encore une autre dont on a moins parlé, mais qui est aussi, qui coule de source, qui est d'une logique absolument implacable, c'est de dire qu'à partir du moment où on a accepté le terme homoparentalité, qui est un terme qui a été créé de toutes pièces pour les personnes de même sexe, pour qu'elles puissent devenir parents, on a glissé, à partir du moment où on a accepté ça, ça voulait dire qu'on considérait qu'il pouvait y avoir une autre forme de parenté que celle qui découle d'un homme et d'une femme. Et je vous parlais tout à l'heure de sémantique. Regardez comme la puissance de la sémantique. On a parlé donc d'homoparentalité, puis après ça a glissé tout doucement vers le terme parenté sociale. C'est un terme que vous avez tous entendu.
moi, quand j'ai écrit ce livre-là, je commençais à peine à l'entendre. On parlait d'homoparentalité, mais je commençais à peine à l'entendre. Et quand j'ai commencé à l'entendre, je me suis dit, tiens, on va voir ce qui va se passer. Eh bien, ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'il pouvait y avoir plusieurs formes de parenté. La parenté biologique, la parenté juridique et la parenté sociale. Et on a mis de plus en plus l'accent sur la parenté sociale, c'est-à-dire le rôle d'éducateur, c'est-à-dire l'amour et l'éducation. Et c'était ça, la parenté sociale. Et on a considéré que la parenté sociale était aussi importante que la parenté biologique. Maintenant, je vous donne... voilà, j'avais noté quelque chose pour vous dire. Il y a une association qui s'appelle l'Association des parents gays et lesbiens. Pour vous illustrer ce que je vous dis, je vais juste vous citer une petite phrase qu'eux-mêmes ont dit, il y a déjà plusieurs années. Un parent n'est pas nécessairement, donc ça c'était déjà en 2007 ou quelque chose comme ça, hein. Un parent n'est pas nécessairement celui qui donne la vie, il est celui qui s'engage par un acte volontaire et irrévocable à être parent. Et vous voyez, c'est QFD. Ça n'est pas nécessairement celui qui donne la vie, mais c'est celui qui s'engage de façon irrévocable et un acte volontaire. Et ça, c'est l'acte volontaire. On va voir un peu toutes les dérives qui peuvent arriver. Dans le cadre de la PMA, donc là, j'avais réfléchi à certains cas de figure et vous allez voir, en fait. C'est très simple. Vous avez deux femmes qui sont mariées. Elles ont un projet parental. Elles font une insémination artificielle. Elles divorcent. Pendant que donc, elles ont un projet parental ensemble, font une insémination artificielle. Elles divorcent pendant ces 9 mois de gestation. Celle qui attend l'enfant se remarie. Qui est-ce qui est la mère? La mère biologique, mais l'autre. Puisqu'elles sont deux à avoir un projet. Est-ce que c'est celle qui était présente au moment où il y a eu l'insémination, ou est-ce que c'est celle qui est présente au moment de la naissance? Premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Deux femmes sont mariées. Elles font appel à un ami, c'est-à-dire elles ne font pas un donateur inconnu, anonyme, elles font appel à un ami. Ça arrive. Cet ami, pendant la grossesse, se dit, mais en fait, c'est mon enfant qu'elle attend. Donc, je veux le déclarer. C'est qui les parents? La mère, on imagine? Est-ce que c'est celle qui avait, la compagne de la mère qui avait un projet parental? Ou est-ce que c'est l'homme qui a donné son sperme et qui est connu? Qui est le parent? Troisième exemple, qui arrive de plus en plus souvent. Un couple d'hommes fait un échange croisé avec un couple de femmes pour avoir des enfants. Ils sont 4 à avoir un projet parental. Quand l'enfant naît, qui est-ce qui devient le parent? C'est hyper concret ce que je vous dis. Hein. Vous en avez encore un autre de cas. Vous avez 2 femmes et un homme encore qui font appel. Alors, vous prenez le sperme de l'homme, vous prenez l'ovule de l'une et vous l'inséminez dans le ventre de la 3e. Ça arrive. Qui est le parent? Ça ne peut pas être plus concret ce que je vous dis. Alors on peut dire, oui mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais vous voyez que, évidemment que c'est comme ça que ça se passe. Alors on peut imaginer qu'on ne va pas légiférer. Eh bien si, figurez-vous. Il y en a qui l'ont fait. Et il y en a qui l'ont fait. La Cour d'appel d'Ontario en 2007, le partenaire de... Donc ils sont à 3, ils vivent à 3. Eh bien la partenaire de la femme a été considéré comme parent au même titre que l'homme et la femme. C'est-à-dire que vous avez un homme, une femme qui vivent ensemble. La femme est bisexuelle. Elle invite donc sa compagne à vivre avec eux. Eh bien, la Cour d'appel d'Ontario
a autorisé, a considéré qu'il y avait 3 parents. 2 mères, c'est-à-dire la mère sociale, la mère biologique et le père biologique. Et tout ça, on appelle ça 3 parents. Et vous voyez bien qu'on ne distingue même plus le parent biologique du parent social. Ce sont tout simplement des parents. Le Parlement californien a voté une loi aussi pour pouvoir reconnaître cette multiparentalité, mais en fait qui finalement est une multiparenté. Pour l'instant, c'est bloqué par le gouverneur, mais c'est juste bloqué. Le Parlement l'a autorisé. Autre exemple, les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont demandé à ce que le ministère de la Justice ouvre une enquête sur ce sujet parce qu'ils voudraient aussi pouvoir reconnaître la multiparentalité. En France, alors là, je vais vous lire parce que vous allez voir que, donc là, je vous ai parlé d'Ontario, je vous ai parlé de la Californie, je vous ai parlé des Pays-Bas. Et bien maintenant, je vais vous parler de la France, où vous avez... ces citoyens homosexuels souhaitent également que leurs enfants bénéficient des protections élémentaires et indispensables. Donc, je vous lis ça au début parce que ça vous permet de voir comment on vous explique que c'est parce qu'il faut des protections. Donc, on commence toujours comme ça. C'est-à-dire, on dit, bah oui, mais il faut bien que l'enfant soit protégé. Donc, bénéficient des protections élémentaires et indispensables que l'État accorde aux enfants de la nation, à commencer par la reconnaissance et la protection indéfectible de tous leurs parents, que ces parents soient ou non de même sexe ou qu'ils soient plus de 2. C'est ainsi que certains réclament que soient reconnus plus de 2 parents. Voilà, et ça c'était en 2000, vous voyez. Alors je vous dis aussi autre chose parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est la même chose, hein, en fait c'est Martine Gross et Éric Dubreuil qui sont 2 fervents défenseurs de tout ce que je vous raconte. Donc vous voyez que là on est en 2015 et que petit à petit, eh ben, ça ils l'ont déjà dit, ça fait très 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 longtemps qu'ils préparent nos esprits à ça. Il appartient à la loi de donner une place à tous ceux qui ont rendu possible la venue au monde de l'enfant et à tous ceux qui s'engagent auprès de lui. Il s'agit de ne pas limiter le nombre de parents à 2 et de mettre ensemble la possibilité d'une parenté additive et non substitutive. Des dispositions devraient être prises en vue d'encourager la coresponsabilité parentale en accordant un statut aux parents social. Donc vous voyez, en l'an 2000, ça démarrait déjà. Quel que soit son sexe et en favorisant l'exercice de la responsabilité en cas de séparation. Un livret de l'enfant, et non pas un livret de famille avec les parents, c'est un livret de l'enfant, lui permettrait de connaître toutes les personnes engagées vis-à-vis de lui. C'est simple. C'est pas le parent, mais c'est l'enfant qui a le livret, et puis comme ça, parent 1, parent 2, parent 3. Donc vous voyez que quand on... et ça, c'est pas né en 2012. Hein, tout ce que je vous dis là, ça date de 2000, 2005, 2007. Donc on voit bien que tout ça est préparé de longue date, que la sémantique a glissé comme ça petit à petit, qu'on nous a commencé par nous dire homoparentalité, puis parenté biologique, parenté juridique, parenté sociale, il va falloir les protéger, et puis tout ça finalement, petit à petit, et c'est pour ça que je dis c'est un lavage de cerveau doux, c'est-à-dire que si on n'y prend pas garde, eh bien en fait personne, pas même nous, ne sommes à l'abri d'être imprégnés par cette idéologie.